Le passé de la Terre est de mieux en mieux connu durant les XVIIIe et XIXe siècles. C'est ce que permet la paléontologie ou étude des fossiles, ces empreintes et vestiges des êtres vivants des temps écoulés, y compris ceux qui vécurent avant l'homme actuel. Mais comment évaluer leur âge? Jusqu'au XXe siècle, on procède à une datation relative, c'est-à-dire des spécimens trouvés les uns par rapport aux autres en se servant de la stratigraphie. On considère la superposition des terrains les uns sur les autres. La couche, on dit la strate la plus profonde, est la plus ancienne. Celle du dessus s'est déposée en dernier, c'est la plus récente. Dès le XVIIIe siècle, il s'avère nécessaire de distinguer différents épisodes dans les temps géologiques, c'est-à-dire le passé de la Terre, de les nommer et de leur attribuer les fossiles et les roches qui les contiennent. Dès 1759, le géologue Giovanni Arduino de Padoue dénomme Montes Tertiarii les sédiments des Hautes-Alpes italiennes par opposition aux roches du Mésozoïque, Montes Secundarii, et aux roches cristallines du Paléozoïque. Cette dénomination sera reprise en distinguant les ères primaires, secondaires et tertiaires dans l'histoire de la Terre. Charles Lyell et Gérard-Paul Deshaies divisent l'ère tertiaire en Éocène, Miocène et Pliocène. En 1854, l'Allemand Bayrich intercale l'Oligocène entre les deux premiers. C'est durant l'ère tertiaire que se multiplient les mammifères à la surface de la Terre, classe apparue il y a 200 millions d'années. Parmi les mammifères, un ordre va se distinguer, l'ordre des primates. Ceux-ci se caractérisent par le développement du cerveau et la réduction de la face, le remplacement des griffes par des ongles, la localisation pectorale des mamelles, la présence de 5 doigts aux mains et aux pieds avec un pouce opposable aux autres. Le premier primate connu est découvert dans le Montana, aux États-Unis, sur la colline du Purgatoire, d'où son nom de Purgatorius. Il date de l'Oligocène, soit 70 millions d'années. De 70 millions d'années à 40 millions d'années, les primates ont des formes primitives. On les appelle prosimiens. Tels sont par exemple Plésiadapis recueilli à Cernay près de Reims et Adapis magnus trouvé dans le Quercy dont cette photo nous montre le crâne. Les primates primitifs, entre 70 et 40 millions d'années, se répartissent en 4 groupes. Certains survivent de nos jours à Madagascar. Ce sont les lémuriens, tels le Makikata. À partir de 40 millions d'années apparaissent des primates plus complexes, les simiens. Ils se caractérisent par une augmentation de la taille, l'indépendance des fosses temporales et la migration des orbites en façade, d'où l'amélioration de la vision. L'Afrique compte 2 espèces à l'origine de tous les singes de l'Ancien Monde, Parapithèque et Apidium, présents dans les niveaux oligocènes du gisement du Fayoum en Égypte. Le même gisement livre 3 formes fossiles dans d'autres niveaux, l'une à l'origine du gibbon, l'autre de l'orang-outan. La troisième, l'Égyptopithèque, est l'ancêtre des hominoïdes, c'est-à-dire les grands singes et les ancêtres de l'homme. Ceux-ci constituent la famille des hominidés, tels le Ramapithèque, identifié à Ramnagar dans les Sioualiques. L'émail épais de ses dents le rapproche de l'homme. La station debout permanente apparaît avec l'Australopithèque il y a 4 millions d'années.
Les premières découvertes eurent lieu en Afrique du Sud, dans la grotte de Makapansgat et à Sterkfontein en 1924, d'où leur nom signifiant singe du Sud, et à Tongue, un spécimen plus récent, daté de 800 000 ans. En 1959 est découvert le crâne en 400 fragments d'Australopithecus boisei par Mary Leakey dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie. C'est elle également qui découvre des empreintes de pas en 1978 à Laetoli. Deux expéditions, en 1932-33 et en 1967, des Français Arambourg, Coppens, Janel, révèlent les plus vieux outils du monde, et des restes dans la vallée de l'Omo en Éthiopie, dont les mandibules de 3 individus. Des crânes d'Australopithèques robustes sont dégagés à l'est du lac Turkana au Kenya. Le front est absent, la face est haute et concave. Une crête sagittale traduit la puissance des muscles temporaux. L'exceptionnelle richesse en fossiles dominiens de l'Afrique orientale est liée au rift, série de fossés profonds d'une largeur de 40 à 60 km qui s'échelonnent sur plus de 5000 km selon une direction générale nord-sud. Ils sont liés à un réseau de failles né à la fin de l'ère secondaire, exacerbé au cours du tertiaire. De nombreux lacs occupent le fond de ces fossés, dont les bords s'écartent l'un de l'autre de 1 cm par an. Le rift s'étend du lac Malawi au sud à la dépression de la Fare au nord. Le long de cet axe se situent des sites exceptionnels par leur étendue et leur richesse. La gorge d'Olduvai en Tanzanie, la rive est du lac Turkana au Kenya, 1500 km², la vallée de l'Omo au sud-ouest de l'Éthiopie, 600 mètres de séries fossilifères d'un ensemble extraordinairement complet allant de -3 700 000 à -1 800 000. Près du lac Baringo au Kenya se trouvent les séries les plus étendues dans le temps, du Miocène, -15 millions d'années, au Pléistocène récent, -200 000 ans. Ce sont les plus épaisses, 1 millier de mètres, malheureusement discontinues. Le site couvre 80 km². Celui du lac Natron, en Tanzanie, en couvre 400 km². Les dépôts dans des lacs ou des lagunes, qui ont enfoui rapidement les corps et les objets, alternent avec des couches de cendres volcaniques. Celles-ci contiennent de l'argon inerte et du potassium 40 très faiblement radioactif. En mesurant le rapport de radioactivité qui diminue au cours des siècles, on peut effectuer une datation absolue. Les gisements de la vallée de l'Omo sont ainsi les mieux étalonnés sur la durée continue la plus longue. Cette apparition de la station debout et de la bipédie permanente est confirmée par les empreintes de pas trouvées à Laetoli en Tanzanie en 1978 par Mary Leakey et datées de 3 700 000 ans. Elle est liée à un assèchement du climat. La savane recouvre l'Afrique orientale et australe à partir de 4 millions d'années. Les singes restent dans la forêt, à l'ouest. L'Australopithèque s'adapte au milieu nouveau, la savane, où se multiplient les herbivores et les carnassiers. Le, ou plutôt la plus célèbre des Australopithèques est Lucy, mise au jour en 1974 en Éthiopie par une équipe américano-franco-éthiopienne.
La conservation de 52 fragments d'un squelette demeuré associé est exceptionnelle. Ce sont ceux d'une femme de 20 ans. L'homme véritable, le genre Homo, apparaît également en Afrique il y a 2 millions d'années. Le premier, nommé Homo habilis, est plus grand que l'Australopithèque. Il a un plus gros cerveau de 500 à 800 cm3 et une denture d'omnivore. Incisives et canines se développent, les molaires se réduisent. Comme nous, il a la mâchoire en U et non en V. Il est découvert en 1959 à Olduvai en Tanzanie par le paléontologiste kényan Louis Leakey qui lui donne ce nom. D'autres gisements sont explorés par son fils Richard à l'est du lac Turkana. Ils s'étendent sur 2000 km². Homo habilis est l'auteur probable des plus anciens outils, des galets aménagés, les choppers ou pebble tools des anglo-saxons. Il utilise aussi des dents pointues d'hippopotame et de cochon. Il cohabite avec l'Australopithèque pendant 1 million d'années, comme le montrent les gisements de Swartkrans, d'Olduvai ou de Lomo. Cela confirme l'hypothèse émise en 1932 par le professeur Arenbourg que se trouve là le berceau de l'humanité. Plus évolué, plus récent apparaît Homo erectus vers 1,9 million d'années. Il a notre taille, notre poids, une denture presque moderne, mais une mâchoire encore robuste. Son crâne surbaissé s'épaissit, avec un gros bourrelet au-dessus des yeux, une capacité crânienne de 1000 cm3. Il a les bosses des aires de Broca et de Wernicke, indispensables au langage articulé propre à l'homme. C'est à Java qu'est découvert le premier spécimen par le médecin hollandais Eugène Dubois. Plusieurs autres gisements y sont découverts ensuite. Il est alors appelé Pithecanthrope. À Zheoutian, près de Pékin, sont trouvés de 1920 à 1937 divers restes de plus de 15 individus, appelés alors synanthropes, dans un loess vieux de 400 000 ans. Également en Chine, à Lantian au Shanxi, est trouvé un crâne en partie conservé de forme plus archaïque, plus ancienne, de 600 000 ans. À l'est du lac Turkana, Richard Leakey et son équipe découvrent en 1984 le squelette d'un adolescent remontant à 1 600 000 ans. Il pouvait porter des objets dans ses mains quand il marchait, telle une lance, donc pratiquait la chasse, peut-on supposer. À Melkakuntouré en Éthiopie, l'expédition de Jean Chavaillon en 1973 exhume le pariétal gauche d'un Homo erectus. Homo erectus a été trouvé aussi en Afrique du Nord. Le gisement de Ternifine en Algérie remonte à 700 000 ans. Nombre de ces sites ont livré des outils de pierre, tels ce hachereau de quartzite trouvé à Tachenguit en Algérie. Bernard Wood, de l'Université de Liverpool, en 1991, a estimé que les Homo erectus d'Afrique, plus anciens, plus frustes, sont une espèce distincte qu'il nomme Homo ergaster. En 1972 est identifiée une autre espèce près du lac Turkana, alors appelé lac Rodolphe. Cet Homo rudolfensis, par sa face plate et ses dents robustes, rappelle l'Australopithèque. Par ses longues jambes et sa bipédie, il appartient au genre Homo. En 1829, le géologue français Desnoyers ajoute l'ère quaternaire de 2 millions d'années seulement aux trois autres.
La première partie en est le Pléistocène ou âge des glaciations. Dès 1900, Penck a identifié 4 glaciations qu'il nomme d'après des rivières de Bavière, Günz, Mindel, Rhys et Würm. Cette dernière s'achève il y a 20 000 ans. Une calotte de glace recouvre alors toute l'Europe du Nord jusqu'à l'emplacement actuel de Berlin et Toruń en Pologne. En bordure de cette épaisse carapace de glace, la toundra, au début du Würm, s'avance jusqu'en Périgord. C'est une formation de mousse et d'arbrisseaux. Parfois, il y a des bouleaux et des saules nains. Entre les phases les plus froides surviennent des périodes de climat tempéré et plus humide. Ceci est révélé par l'étude des pollens conservés dans des terrains qui sont caractéristiques pour chaque espèce végétale et celle des fossiles d'animaux. Ainsi ce petit cheval à 3 doigts, Hipparion primigenium, exhumé près du lac de Constance. La plus ancienne espèce humaine identifiée en Europe est Homo antecessor, trouvé dans la Sierra d'Atapuerca près de Burgos. Il remonte à 800 000 ans. Son cerveau dépasse 1000 cm3, le nôtre atteint 1300. Sa taille égale la nôtre, mais ses hanches sont plus larges, son nez est moins saillant. D'autres espèces, déjà connues, furent trouvées sur ce qui est aujourd'hui le plus grand centre de fouilles archéologiques d'Europe. Lui succède l'homme de Heidelberg, apparu vers -700 000, éteint vers -220 000, nommé d'après les fossiles découverts près d'Heidelberg en Allemagne. Son cerveau atteint de 1000 à 1300 cm3. Il a laissé dans le sable une mandibule découverte en 1907. C'est encore Homo erectus qui est découvert en 1965 dans la cône de l'Arago à Tautavel dans les Pyrénées-Orientales au nord-ouest de Perpignan. 13 individus sont identifiés sous la direction de Henri de Lemley, maître de recherche au CNRS. Un crâne presque complet y est exhumé en 1971. Il ressemble à ceux qui furent trouvés à Java. Il remonte à 500 000 ans environ. Les caractères de l'outillage définissent une industrie lithique, nommée d'après le premier site où il est trouvé, ainsi l'Oldowayen d'après la gorge d'Olduvai en Tanzanie. La plus ancienne, après celle des galets aménagés d'Homo habilis, est la culture acheléenne de Saint-Acheul, au nord d'Amiens, dans la Somme, où Boucher de Perthes, au début du XIXe, identifia ces silex taillés, c'est-à-dire cassés d'une certaine façon. L'homme d'Heidelberg fut retrouvé aussi à Vertécheles en Hongrie, où des fouilles de 1963 à 1968 ont exhumé sur un site immense un crâne aux traits plus proches des nôtres, des éclats de pierre, des racloirs et des traces de foyer. On le date de 700 000 ans. À Eartham Pit, près de Boxgrove dans le Sussex, une carrière de gravier a livré un tibia et 2 dents d'un homme d'Heidelberg de 500 000 ans. Pour la première fois, l'homme façonne des outils en os. Il emploie ceux du cheval. Ce retouchoir sert à façonner un silex pour en faire un couteau. Vers -2 millions d'années, 5 espèces d'hominidés cohabitent en Afrique. Seul Erectus aura une descendance. L'évolution du genre Homo est donc un buisson aux branches multiples qui meurent presque toutes les unes après les autres.
mais c'est un site allemand qui a donné son nom à l'espèce qui précède puis accompagne la nôtre à ses débuts. À 10 kilomètres à l'est de Düsseldorf, un pasteur, Joachim Neumann, au XVIIe siècle, aimait se rendre dans un vallon pour composer des hymnes près d'une grotte. Selon la mode du temps, il se faisait appeler Néander, traduction en grec de son nom de famille. On appela ce vallon vallée de Néander, en allemand Neandertal. Elle livra un squelette d'une espèce inconnue, identifié en 1864. On fit le rapprochement avec la découverte en 1828 à Angy en Belgique, à Gibraltar, puis en 1886 à Spie en Belgique, les crânes complets de 2 adultes et un enfant. On en trouva à Bagnolas en Espagne en 1887, à Malarnau dans l'Ariège en 1889, à Taubach en Allemagne en 1895. En 1975, on avait identifié 175 individus semblables en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, tel ce crâne exhumé au Djebel Irhoud au Maroc. Apparu il y a 400 000 ans, présent de l'Ouzbékistan à Gibraltar, il a disparu vers moins 30 000 ans. On ne sait ce qui a provoqué sa disparition, ni quelles étaient ses relations avec l'homme actuel. Il pratique des rites funéraires. À Shanidar, en Irak, un lit de fleurs était étendu sous le corps. À Téchiktash, en Ouzbékistan, un enfant était entouré de cornes de chèvre et de bouquetins. Celui de Kavzé, en Israël, daté de 100 000 ans, s'accompagnait de bois de cervidés. À La Ferracie, en Dordogne, plusieurs tombes étaient couvertes de dalles de pierre. Au Régourdou, en Dordogne également, un homme était dans un coffre de pierre. Chez lui, le redressement du corps et l'adaptation à la marche bipède sont analogues aux nôtres. Son pied est très large, mais parfaitement équilibré. Le modelage particulier de certains os laisse deviner une puissante musculature. Son thorax est large et épais. Il est trapu mais a le tronc allongé. Sa stature est de 1,50 m à 1,70 m pour le seul Périgord. Son crâne est plus volumineux que le nôtre, donc sa capacité crânienne surpasse la nôtre. Ce qui frappe, c'est le bourrelet prononcé au-dessus des orbites, lié à l'hyperdéveloppement des sinus pour respirer un air froid. L'homme de Néandertal façonne encore des bifaces, comme à l'Acheléen, mais ils sont très soignés. C'est le Micoquien, selon le site de l'Amicoque, sur la commune des Aisies de Taillac, en Dordogne. Le style acheléen se retrouve au Pec de Lazé, sur la commune de Carsac, en Dordogne, comme à Biage-Saint-Va, dans le Pas-de-Calais, là où furent trouvés en 1976 2 crânes incomplets de jeunes adultes datant de 180 000 ans. Son industrie lithique caractéristique est le moustérien, nommé selon un site de la vallée de la Vézère, le Moustier, dans le département de la Dordogne. Elle a été définie par Gabriel de Mortillet en 1869 dans son ouvrage Essai de classification des cavernes. L'homme de Néandertal retouche les éclats obtenus par la taille d'une pierre de départ, le nucléus, en outils aux formes plus précises. Perçoir, racloir, grattoir et par la suite couteau. C'est le débitage levallois
qui va progressivement se généraliser. Il utilise d'abord les silex trouvés localement, comme le montrent les outils des grottes de la Chaise de Vouton en Charente, datés de 130 000 ans, étudiés par François Borde. Les bifaces et les nombreux racloirs de tradition acheuléenne précèdent des couteaux à dos et de nombreux couteaux denticulés. Plus tard, il possède une connaissance précise des ressources lithiques de sa région. C'est ce que nous enseignent les gisements de la Chapelle aux Saints en Corrèze. L'étude par Pierre-Yves Demar des éclats de 60 000 ans trouvés dans la grotte montre que ses occupants, employant entre autres des pierres trouvées à 100 km à l'ouest près de Bergerac. Ils consomment de la viande. Jean-Luc Guadelli a dressé l'inventaire pour la grotte de la Chapelle aux Saints. Les os de mammouth, de rhinocéros laineux, de bœuf musqué, de renne attestent un milieu arctique, c'est-à-dire de climat très froid. Les os de cheval, de bison, de bœuf primitif, de saïga, dans une autre strate, témoignent d'un milieu ouvert, c'est-à-dire sans arbres, et non arctique, de climat plus tempéré. Cerfs, chevreuils, sangliers, d'un milieu boisé, ne représentent que 1% du nombre. Le nombre très important de rennes montre la durée de la steppe froide à Bocteau. 4 grottes dans des falaises calcaires à Goram près de Gibraltar ont livré des fossiles de Néandertal de moins 65 000 à moins 24 000 ans. Chris Stringer, par l'étude des dentitions, a établi qu'ils consommaient des oiseaux, des poissons et des coquillages. L'homme de Néandertal était cannibale. Des os humains ont été brisés pour en extraire la moelle à Krapina en Croatie il y a 130 000 ans. De même à Arcis-sur-Cure et à Sacopastore dans la banlieue de Rome. Ils n'utilisent pas que des pierres. À la Quina, commune de Gardes-le-Pontarou en Charente, des os iliaques de bisons et de chevaux ont été façonnés en bols et en louches il y a 43 000 ans. Des traces d'adhésifs naturels du bitume ont été trouvées, montrant que certains outils étaient emmanchés il y a 200 000 ans à Arcis-sur-Cure dans le département de l'Yonne. Ils montrent un sens esthétique, la capacité à communiquer et à s'organiser, nous montre la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne, ornée de fragments de stalagmites. Une autre espèce humaine contemporaine de Néandertal a été découverte à Denisova dans l'Altaï avec 14 restes humains, dont une métisse d'une néandertalienne et d'un dénisovien. Ce pendentif nous montre que l'homme de Denisova possédait un sens de l'esthétique. Ces pendentifs et ces pointes d'os attestent la maîtrise du travail de l'os il y a 400 000 ans. Vers moins 17 000 débute le temps où l'art paléolithique se déploie dans toute sa magnificence, le Magdalénien, nommé d'après le site de la Madeleine en Dordogne. Plus de 130 grottes ornées ont été répertoriées à travers l'Europe. 49 furent trouvées en Dordogne. Le plus grand nombre se concentre des Charentes aux Pyrénées et dans le nord de l'Espagne. Aux innombrables relevés de l'abbé Breuil au début du XXe siècle s'ajoutèrent les observations d'Annette Laming-Empereur et la minutieuse étude de plus de 1200 figures par André Leroi-Gourhan de 1954 à 1969 qui expose ses conclusions en une magistrale synthèse éditée par Masneau.
Cet art représente en gravure, peinture ou sculpture certains animaux de l'époque. Les mêmes caractères fondamentaux s'y retrouvent durant près de 15 000 ans. Bien loin d'être jetés au hasard dans une accumulation désordonnée, les figures sont groupées selon la topographie des lieux. Là où les scènes centrales s'organisent autour d'un duo de grands herbivores, l'un des deux en général ayant des dimensions plus grandes. Le plus fréquent est bison-cheval, présent dans 49 grottes, ici à Santimamín en Espagne. Il est répété 13 fois ici à Niaux, dans l'Ariège, 14 fois au Combarel, en Dordogne, 19 fois à Gargaz, dans les Hautes-Pyrénées. Ce duo occupe les parois des couloirs importants, des salles les plus vastes, voire le plafond, comme ici à Altamira en Espagne, découvert par Maria de Sautuola en 1879 en accompagnant son père. Le duo peut être également auroch-cheval, comme ici à Lascaux, ou au Gabillou en Dordogne, ou à Las Chimeneas en Espagne. Arcy-sur-Cure, dans le département de l'Yonne, c'est bison-mammouth. Autour de ce premier groupe gravitent d'autres herbivores qui constituent un deuxième groupe. Très fréquemment, c'est le bouquetin, comme celui-ci à Niaux, en bordure du Salon noir. Il est en marge du plafond peint, ici à Rouffignac, et des grandes représentations aux Trois Frères ou à Lascaux. Il est associé au cerf à El Castillo pour combler les passages à l'entrée et au fond du sanctuaire. En Espagne, à la place du bouquetin apparaît la biche, celle-ci à Altamira, en bordure du plafond peint. Cet herbivore varie en nombre et en nature. À Rouffignac en Dordogne, le mammouth éclipse le duo fondamental. Il est représenté 130 fois. Les animaux du troisième groupe sont beaucoup moins nombreux, voire absents. Ce sont les animaux les plus dangereux, comme l'ours, celui-ci à Santimamín en Espagne, sur une stalactite. Ceux-ci à Équein en Espagne, au plafond d'une alcôve, au fond d'une galerie, sont des exemples de ces quelques animaux acéphales, c'est-à-dire sans tête. Ce peut être le lion, celui-ci de face, haut de 50 centimètres, dans la grotte des Trois Frères, dans l'Ariège, mais on le trouve aussi à Niaux, dans le fond d'une alcôve, de même à Rouffignac et à Font-de-Gaume en Dordogne. Lascaux était la seule grotte offrant une scène avec des félins, ceci dans le cabinet des félins à l'extrémité de la cavité. Découverte plus tard, la grotte Chauvet dans l'Ardèche représente plusieurs félins. Le rhinocéros est très rare, sauf à Rouffignac, où ils sont incorporés à des ensembles bison-cheval. Deux sont gravés à la bifurcation de deux galeries. Le loup ne compte que deux représentations, une en noir à Font-de-Gaume, à l'angle de la galerie principale et d'une galerie adjacente. Enfin, le sanglier en Europe ne se trouve qu'une seule fois, au plafond d'Altamira. Il mesure 1,60 m. Une figuration animale fantastique est visible à Lascaux. On la surnomme la licorne. L'être humain est également représenté, mais pas très souvent. Déjà au Gravettien, cette plaquette de Terme-Piala en Dordogne présente deux figures féminines. Ce bas-relief de l'Auxel, en Dordogne également, représente une femme tenant une corne de bison. Il est du Gravettien également. Les rares représentations féminines se situent au cœur des sanctuaires. Cette femme au cœur mi-naturel mi-sculpté
de la grotte de la Magdeleine dans le Tarn est au-dessus d'un replat sculpté d'un bison. Cette association du bison et de la femme, écrit le roi Gourand, apparue sur les plaquettes avant le magdalénien, se retrouve dans maints exemples, ainsi à Bédéiac dans l'Ariège. Les représentations masculines sont plus nombreuses et plus variées. Dans la grotte du Gabillou, à Sourzac en Dordogne, est gravé un homme avec une tête et une queue de bison. Les rares scènes connues dans l'art paléolithique ont souvent un caractère tragique, comme l'avait remarqué Annette Lamy-Gamperer. C'est l'homme vaincu face à un bison, comme ici la célèbre scène du puits de Lascaux. Un homme gît devant un bison blessé. Une scène analogue, un homme aux prises avec un bœuf musqué, est visible au Roc de Serre, en Charente, un abri datant du Solutréen, et dans la grotte de Villars en Dordogne. Dans la partie profonde de certaines grottes se répètent des visages humains disposés par deux, à Rouffignac, au Combarel, à Font-de-Gaume, celui-ci à Marsoulas en Haute-Garonne. Au Mas d'Asile dans l'Ariège, une silhouette d'homme est gravée sur une pierre. Tout au long du Paléolithique, plusieurs styles ont été distingués dans les représentations par le roi Gourand. Le style 1 est celui des griffonnages du châtel péronnien et de l'aurinacien sur des plaques ou des fragments d'os. Les thèmes sont ceux que l'on retrouvera constamment dans la suite. À Cussac en Dordogne, un profil de femme datant du Gravettien est une des nombreuses gravures de cette grotte très riche. Le style 2 apparaît au Gravettien vers moins 25 000, se retrouve au Solutréen jusqu'à moins 18 000. Il se rencontre dans les premiers sanctuaires souterrains, peu nombreux, mais surtout des plaquettes et des abris. Le bâton percé de Laugerie haute en Dordogne montre deux mammouths s'affrontant gravés en champ levé. Les figures animales se construisent sur un S étiré, figurant l'encolure et le dos. Le reste est négligé ou absent, par exemple dans ce cheval gravé sur une pointe de Saguet trouvé à Historitz dans les Pyrénées-Atlantiques. Elle date du Gravettien. Les peintures de style 3 emploient l'ocre pour le rouge, l'oxyde de manganèse pour le noir, en remplissage ou en tracé, ici pour le plus grand auroch jamais représenté, plus de 4 mètres de long, dans la rotonde des taureaux à Lascaux. À ce style appartiennent aussi les célèbres chevaux chinois de Lascaux avec un ventre énorme et des petites pattes projetées en avant et en arrière. Ils rappellent ceux des peintures chinoises. La période 4 se situe vers le milieu du Magdalénien. À ce style appartiennent nombre de sanctuaires, tous dans la zone obscure des cavernes, placés parfois loin de l'entrée, comme à Rouffignac, Villars ou ici à Niaux. Ce cheval, agneau, montre tous les caractères du style 4, un modelé de hachure, des traits d'épaule. Les proportions sont complètement intégrées, les sabots reposent sur le sol. De style 4 récent, ce cheval gravé à Limeuil en Dordogne montre une extrême sensibilité du contour et l'intégration complète du mouvement et de l'expression, nous dit le roi Gourand. Aux représentations animales et humaines s'ajoutent toutes sortes de signes énigmatiques, celui-ci à Ussat dans l'Ariège. L'analyse statistique de leur répartition selon la topographie permet de distinguer deux séries. La première série englobe les poings et les bâtons. Eux seuls se rencontrent à l'entrée des grottes et des salles annexes
et à l'extrémité des grottes. C'est par exemple les points innombrables à l'entrée d'un diverticule de la grotte de Pecmerle dans le Lot ou les points rouges de l'ancienne entrée de la grotte de Villars en Dordogne. Ils peuvent marquer l'entrée et la sortie des salles décorées, tels ceux-ci à Niaux dans l'Ariège. Ils peuvent être en taches, comme à la Culalvera en Espagne. Ils sont peints ou gravés, par exemple à Bédeillac dans l'Ariège ou à Bernifal aux Aisies de Taillac. Ces points sont parfois en une ou plusieurs lignes parallèles, ici à El Castillo en Espagne. Avec ou sans les points peuvent être tracés un ou des bâtons ou bâtonnets. À Marsoulas en Haute-Garonne, l'entrée présente 5 lignes de points au-dessus d'une rangée de bâtonnets. Des bâtonnets doubles figurent au fond à Las Chimeneas en Espagne. Ils sont alignés à El Pindal sur des retombées du plafond. Le bâton peut être barbelé, celui-ci, à Niaux, accompagne un cheval. Les plus anciennes figurations, sur les plaques de Laferracie, des abris celliers castanais en Dordogne, à l'Aurignacien, montrent des séries de bâtonnets et des sexes féminins comme celui-ci à Laferracie. Il apparaît donc que les signes, écrit le roi Gourand, sont la représentation plus ou moins abstraite des deux sexes masculins pour les points et bâtonnets, signes de la première série, féminins pour tous les autres, ceux de la deuxième série, qui ne se rencontrent que dans les grandes scènes centrales, au cœur des sanctuaires. Les plus anciens sont des triangles ou des pas de doigts. Par la suite, ils prennent une figuration plus détaillée. Au Solutréen, vers -19 000, apparaissent les signes quadrangulaires. À Barabao, en Dordogne, ils sont en grille complète. Parfois manque la base ou le sommet du rectangle, donnant un peigne à 4 dents, comme ici à Lascaux. Le rectangle peut être complètement vide, comme à la Pasiega, à Covalanas ou ici à Lascaux. Il peut à l'inverse avoir plusieurs variantes de remplissage, ici à Las Chimeneas. Il peut être coupé de plusieurs ou une seule barre verticale, ainsi au Gabillou, sur la commune de Sourzac en Dordogne. Dans un diverticule, à côté d'un homme transpercé de traits. Identiques à celui-ci et entre eux sont les signes de Cougnac dans un diverticule, eux aussi, proches de l'entrée. Plus récents sont les claviformes. Des signes de cette forme se multiplient au bas du plafond peint à Altamira. À Loubens, dans l'Ariège, par contre, ils prennent cette forme. 3 claviformes rouges ornent une des 3 galeries de la Pasiega en Espagne. Les derniers signes réalisés, au Magdalénien récent vers -12 000, sont les signes tectiformes, c'est-à-dire en forme de toit. Ce sont les signes des grottes situées autour des Aisies en Dordogne. Bernifal en compte 13, on en compte 529 au total. Ils sont particulièrement nombreux et variés à Font-de-Gaume. Il est donc évident, bâtons et points étant situés à l'entrée et au fond, tous les autres signes dans les figures centrales, que les deux séries répondent au même système de répartition que les animaux. Ce signe quadrangulaire croisé se trouve à la grotte de La Pasiega en Espagne.
Les exemples les plus frappants s'en trouvent à El Castillo. À des signes féminins en rouge s'oppose un signe branchu en noir, signe masculin. De même, proche d'une scène de bisons, de biches et de chevaux, un diverticule de cette même grotte offre des signes quadrangulaires féminins et des points, signes masculins. À travers la constance des sujets représentés s'exprime un système de représentation symbolique du monde vivant en deux groupes fondamentalement constitués par l'alternance homme-femme. C'est dans une intention symbolique que le cheval et les armes de jet sont assimilés à l'homme et les images de bison et de blessures à la femme. Vers moins 10 000 se termine la dernière glaciation, celle du Wurm, va s'achever également le temps des chasseurs. Avec eux disparaît l'art pariétal. Ces empreintes de pas dans la grotte de Nio en seront nos derniers témoins.